Les années 20. Oh, le bon vieux temps. La Première Guerre mondiale était chose du passé, les soldats qui avaient survécu étaient revenus. Un moyen ressemblait de plus en plus à l'américain. Mais une particularité différenciait les citoyens des deux pays frontaliers. Du côté américain, on voulait contrer l'alcoolisme et les dérèglements qu'il causait en promulguant en 1920 la loi sur la prohibition. Du côté canadien, la boisson alcoolique resta légale. Mais, dans les faits, les Américains consommèrent plus d'alcool durant cette période qu'à toute autre époque auparavant, grâce en grande partie aux contrebandiers canadiens. Parmi les contrebandiers célèbres figure Maxime Albert, vivant à Saint-Hilaire, une région frontalière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de Saint-Hilaire, peut-être même Baker Brook, qui n'ont pas travaillé pour Maxime Albert. Même le maire a travaillé à corder du bois. Oui. Quand j'étais petit gars, avec un de mes amis, là, on cordait du bois à l'hôtel, bois de chauffage. Même la secrétaire d'Al Capone a travaillé pour Maxime. Oui, oui, elle a travaillé pour Maxime. Moi, cette dame-là, moi, je savais pas, je la connaissais pas. J'ai demandé qui elle était. Elle m'a dit, je suis une ado, je suis venue au monde d'ici, à la Pointe, à Saint-Hilaire. Elle m'a dit les années qu'elle était partie d'ici, puis elle m'a dit son âge. Puis elle a dit, je suis venu donner le restant de mes propriétés que j'avais ici. Vous êtes le maire? Je dis oui. Elle dit, j'aimerais ça visiter la maison. Mais mon Dieu, ça n'a pas changé depuis que je suis parti d'ici. Là, elle dit, la salle de bain, c'est juste pareil. Puis elle dit, la petite office où je travaillais, c'est juste pareil. Puis là, j'ai dit, bien, qu'est-ce que vous faisiez du côté américain? J'ai dit, vous aviez travaillé pour M. Maxime? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Puis au début, elle voulait pas trop me dire pour qui. Bien, dis-moi, j'avais été recommandé par M. Maxime pour travailler pour Al Capone. J'ai dit, comment je vais faire pour vous croire? Bien, elle a sorti une photo, puis sur la photo, il y avait M. Maxime, elle et Al Capone. Sur le dos de la photo, il y avait une note de recommandation. Par la suite, elle m'a dit, je sais que tu es pressé, mais elle dit, viendrais-tu avec moi là-bas? Je suis allé à la Pointe avec elle, je suis allé le long de la rivière. Elle dit, c'est d'ici que je suis parti un mois de juin. Ils ont monté jusqu'au traversier, ils ont traversé du côté américain, puis après le train du côté américain, comme on dit. Eh oui, Mademoiselle Nadeau avait bien été la secrétaire de l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis, Al Capone. Fameux gangster de Chicago qui régnait sur un royaume de tueurs, de prostituées et de contrebandiers et qui faisait affaire avec Maxime. La cargaison a été livrée comme prévu? Oui, M. Capone. Tout est très beau? Tout est très beau. Allez. Prends ça. Tu le mérites. Merci, M. Capone. Tu peux m'appeler Al. Merci, Al. Faut pas oublier que Maxime était connu en Gaspésie, il était connu dans la péninsule, il était connu à Chicago, il était connu à Saint-Pierre-et-Miquelon, il était connu à Montréal, Maxime. Maxime, c'était pas un rien, là. Son débouché pour la boisson, c'était Montréal, chez la famille Bronfman, New York et Chicago. Vas-y, mon Fred. Tom Nolan nous a fourni une goélette. Elle débarque à 5 heures, OK? 2 ouvriers qui nous attendent là, ils chargent le camion. Le camion passe, il arrive à la gare. C'est un mafieux. On avait affaire avec une véritable mafia à l'époque. Donc, tous les moyens étaient bons. Tous les moyens étaient bons. Violence, bien sûr. Oui. Vol. On dit même meurtre. J'avais placé des hommes du côté droit de la rivière. Puis de l'autre côté, je savais que les douaniers étaient là. Ils avaient été avertis la veille qu'il allait avoir une cargaison qui allait monter. On a tout embarqué ça dans le train, puis tout ça, c'est parti avec la bénédiction du curé. Capone, italo-américain, venez donc nous joindre. Louise Nadeau et Maxime, franco-canadien. Une alliance qui ne pouvait que favoriser le commerce avec les Français. La France étant au bout de la grande chaîne de ravitaillement. Maxime, la prochaine fois, il va falloir être plus prudent.
J'ai compris, hein? On meurt par manque d'imprudence, dira plus tard Jacques Brel. Les Canadiens français n'avaient jamais été vraiment dry, comme on dit. Ils avaient l'habitude de fêter et de prendre un verre et ne se souciaient pas de ce puritanisme à l'américaine. Il ne fut donc pas surprenant qu'ils acceptèrent de faire partie du trafic lucratif de boissons vers les États-Unis, même si cela pouvait s'avérer dangereux. Les fiers à bras, les plus forts et les plus audacieux se mirent au service de Maxime Albert, le caïd de l'endroit. Maxime? Salut, Fred. Maxime Albert était un pion sur le grand échiquier nord-américain de la circulation de la boisson prohibée. Si tu veux travailler ici, prouve ta force. Fais sonner la cloche en haut. Puis le gars, il se fermait le poing puis il frappait. Puis si ça sonnait, c'était OK. Puis si ça sonnait pas, bien, il l'engageait pas. Non. Alfred Lévesque, un aventurier, Non. ayant prouvé sa valeur, devint son homme de confiance. Car Maxime, même s'il aimait commander, ne pouvait pas avoir à tout. Il y avait un commandement assez sévère. Puis je pense, selon ce qu'on a entendu dire, qu'il ne donnait pas le même ordre 2 fois. Il fallait que ça grouille. Non. Écoute, on va régler ça à Chicago la semaine prochaine, c'est tout. Non. On se voit la semaine prochaine? Les braves gens ne connaissaient probablement pas leurs clients qui, secrètement, tiraient les ficelles dans les grandes villes américaines. Hé, tu es à job, ça a-tu bien été? Oui, mais je boirai plus. Jamais! Je vais faire ça pour toi, moi. Comment cacher tout ce trafic? Les subtils stratagèmes étaient tous aussi inconcevables que surprenants. Hey, va-t'en, toi, va-t'en! Hey, penses-tu que tu peux en mettre un autre là-dedans, toi? Ben oui, c'est bien plus payant. Tu pourras jamais marcher avec ça. L'appellation bootlegger tient son origine du mot botte. Et pas évident pour un contrôleur douanier de savoir que le saumon de l'Atlantique et autres produits destinés au marché de Boston ne soient que des leurres. Autant de marchandises que de tours de passe-passe et passe la marchandise. Dans les chars de bois, il y avait un peu de Saint-Pierre-et-Miquelon. Comme il y avait un peu de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance des goélettes sur le fleuve qui arrivaient avec la brique. Puis on a logé des édifices paroissiaux ici avec la brique qui venait arriver sur les chars. Quand les inspecteurs ouvraient la porte, c'était de la brique qui était cordée dans la porte, OK? À hauteur de 5-6 pieds. Alors, ils disaient, c'est une char de brique. Il écrivait le permis, puis c'est correct. Puis, eux autres, ils arrivaient ici, déchargeaient la brique dans la porte, puis le reste, c'était des 2 gallons ou des demi-gallons de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutes les façons de cacher la boisson étaient bonnes, certaines dignes de mention. Voyant arriver de loin Marcelin Thériault, le seul policier de toute la péninsule acadienne, Hilaire, le vieux loup de mer, partit à la rencontre de contrebandiers qui entraient au quai de Chipagan. Il leur fit mettre leur alcool dans un filet qu'il arrima sous son bateau. Arrivés au quai, les contrebandiers furent fouillés. Marcelin! Marcelin! Qu'est-ce que tu cherches là? De la boisson? Ris, mon Hilaire, ris! Maudit, il y a ça de cacao. Allez, pas là, la boisson! Allez, sous mon botte! Garde, Hilaire, j'ai pas de temps à perdre avec toi maintenant, OK? Cette histoire est bien connue à Chipagan. Comme il est certain que la corruption y sévissait aussi. Une lettre de l'officier des douanes Edmond Foulem affirme que si un bootlegger voulait décharger au quai de Chipagan, moyennant 15 caisses d'alcool, il n'aurait rien à craindre. Il fallait néanmoins beaucoup d'audace pour acheminer de la marchandise illégalement. Le plus célèbre corsaire fut le capitaine McCoy, qui avait une réputation enviable
tant par ses exploits que par la qualité de son alcool qu'on surnommait « The Real McCoy ». Souvent, il s'approvisionnait légalement à Halifax, en destination des Caraïbes. Mais dans les faits, sa cargaison était plutôt écoulée le long des côtes américaines. Son bateau, l'Arathusa, qui pouvait être rebaptisé selon les circonstances, était enregistré en Angleterre et il lui arrivait même de ne pas inscrire sa cargaison et d'éviter ainsi les frais de douane canadiens. C'est pas avant 1922 que M. Folquet, par hasard, a rencontré à Halifax, dans le lobby de l'hôtel Carleton, le fameux Bill McCoy, qui était le père de la contrebande américaine, qui avait acheté la première goélette, qui avait des difficultés, qui était au large, qui ne pouvait pas rentrer en Nouvelle-Écosse parce qu'il serait arraisonné. Il lui a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y avait Saint-Pierre-et-Miquelon, que McCoy ne connaissait pas ces îles françaises et qu'il était courtier maritime, qu'il pouvait lui faire réparer son bateau, et également qui pouvait lui fournir des alcools français de marque, du champagne, du cognac et ainsi de suite. Alors McCoy est venu à Saint-Pierre avec M. Folquet, ils ont rencontré les autorités, les autres commerçants, tout le monde était très anxieux de participer à cette grande période, mais il fallait changer la loi, que le gouvernement français, chose qui a été proposée est faite. Et à partir de 1922, les bateaux ont commencé à arriver avec du scotch d'Écosse, du champagne de France en plus petite quantité, mais plutôt du rye et du bourbon qui venaient des distilleries canadiennes. Et toutes les maisons qui avaient des caves les ont louées pour entreposer. Et rapidement, des grands entrepôts ont été construits près des quais de Saint-Pierre. Et il y avait une flottille de jusqu'à 80 bateaux qui étaient basés et qui faisaient le trafic de Saint-Pierre sur la côte américaine, sur un endroit que l'on appelait Romero, en dehors des limites territoriales, où on transbordait du bateau-mer, pour ainsi dire, à des petits bateaux qui venaient de la côte et qui débarquaient ça sur la côte américaine. Ça se faisait la nuit et généralement quand il n'y avait pas de lune, parce qu'autrement ils auraient été remarqués par la garde côtière américaine. Le seul gros problème qui existait, c'est qu'il y avait au départ des caisses en bois, et ces caisses en bois, quand ça se transbordait d'un bateau sur l'autre, ça faisait un certain bruit que la garde côtière américaine écoutait, et on attrapait ces petits bateaux qui transitaient. Il fallait se dire une chose comme c'était contrôlé par ce qu'on appelait les syndicates, les syndicats. Les syndicats, c'était en réalité la mafia qui était américaine. Et ces gens-là ont envoyé certains de leurs hommes pour trouver la solution, dont Al Capone, qui est venu à Saint-Pierre pour 48 heures, je pense. Alors, Al Capone, c'est un sujet qui est contesté. Il y a certaines personnes qui disent qu'il est venu, d'autres personnes qui n'est pas venu. Ce que l'on m'a toujours dit, c'était de mon grand-père, qui avait le magasin général, et Al Capone est venu. Les employés avaient peur de ce personnage. Et comme sujet de conversation, comme il ne pouvait pas lui demander autre chose, il lui a dit « Monsieur, vous avez un superbe chapeau de paille. Ah, vous aimez mon chapeau? Tenez. » Et il est resté dans notre famille. Alors, mon grand-père me l'a dit. Il est resté à l'hôtel Robert. De grands transatlantiques font la navette entre la France et Saint-Pierre-et-Miquelon, petit caillou au sud de Terre-Neuve quand on regarde la carte. Et pourtant, cette petite bourgade française aux portes de l'Amérique sera en toute légalité un comptoir pour les produits d'alcool arrivant d'Europe. Et c'est qu'en ayant eu l'occasion de passer 2 hivers dans le grenier de M. Henri Morazet, qui était un des grands acteurs de la prohibition à titre commerçant local, qu'avec la correspondance et les documents, que j'ai pu vraiment comprendre ce que c'était. Et j'ai réussi à récupérer beaucoup de photos de personnes dont beaucoup malheureusement sont mortes aujourd'hui, parce qu'on est déjà près de plus de 70 ans après la fin de la prohibition. Et c'est la seule période dans son histoire que Saint-Pierre a eu un budget excédentaire et qui pouvait renvoyer de l'argent à la mère patrie. C'était la grande période opulente. Il faut souligner que pour Saint-Pierre, c'était un trafic qui était tout à fait normal. C'était pas illégal dans la Constitution française.
Toutes ces activités donnaient énormément d'emplois pour les dockers. Aux arrivées massives de bateaux succédait un va-et-vient incessant de carrioles à cheval véhiculant le précieux liquide jusqu'aux entrepôts. Les caisses de bois étaient ouvertes et les bouteilles étaient réempaquetées délicatement dans de la toile de jute qui devenait un emballage plus pratique contre le bris des bouteilles. Julien et son fils Henri Morazé firent de grandes fortunes lors de ces années. Ils comprirent l'importance d'entreposer les marchandises et firent construire de grands hangars qu'ils louèrent même à leurs compétiteurs. Les pêcheurs devinrent des corsaires. Le whisky succéda à la morue et les bars se remplirent de bootleggers racontant des histoires rocambolesques en riant des cutters. Les cutters, ou gardes-côtes américains, ne pouvaient pas poursuivre les contrebandiers en dehors des 3000 des côtes américaines. Julien Morazé et son fils Henri profitèrent de la situation en s'achetant des goélettes qu'ils firent voguer vers les côtes canado-américaines, tel un magasin flottant chargé d'alcool. Tous les pêcheurs, tout le monde savait où était la goélette. Elle était à 3000 au Goulet, ici, là. Tous les pêcheurs de Chipagan, de la Mecque, des Caracal, il fallait absolument que tous ces pêcheurs-là, puis ceux de la Gaspésie, Gaspébiac, Bonaventure, il fallait qu'ils passent nécessairement par le Goulet ici à Chipagan, pour s'en revenir le samedi. Ils revenaient de la pêche, ils avaient fait une bonne pêche, il y avait de l'argent en perspective, et ils arrêtaient là. Lors d'une tempête, cette goélette Saint-Pierraise, surnommée la Polté, se retrouva à l'intérieur des eaux canadiennes. Le moteur a manqué et la goélette a dérivé, puis elle s'est retrouvée presque à la côte. Et les officiers sont organisés, puis ils l'ont appréhendé. Alors, ils ont entreposé la boisson dans le sous-sol de la maison qui était gardée par un policier. Les gens ont organisé là un parti pour soutirer la boisson sans que personne... Oh oui. Quant au capitaine de la Polté, M. Flao, il fut mis en prison avec son équipage et sa goélette fut traitée sans égard pour sa valeur. On y mit le feu et on brûla la farine ainsi que tout le nécessaire qui aurait pu aider les familles pauvres de l'endroit. Les autorités apportèrent le reste de l'alcool à Bathurst. Ils l'ont déversé dans la rivière Nipisiguit. On dit que les gens allaient boire dans la rivière tant l'eau était alcoolisée. Et puis, il y en a qui ont payé aussi de leur nationalité, si je peux dire. Je pense à Arthur Maillet, que vous avez connu. Alors, Arthur Maillet, oui, effectivement, était un citoyen canadien du Nouveau-Brunswick qui, à cause de son trafic de la Prohibition, n'a pas pu retourner au Canada, bien qu'il allait à Terre-Neuve. Terre-Neuve est devenu canadien en 1949, mais il est resté exilé à Saint-Pierre pendant le restant de sa vie. Arthur Maillet travaillait comme capitaine pour le compte de Tom Nolan, un autre caïd comme Maxime Albert, mais au sud-est du Nouveau-Brunswick cette fois. Nolan aurait même prêté 50 000 $ à Casey Irving pour lui permettre de se lancer en affaires dans l'industrie pétrolière. Aux États-Unis, ils volaient beaucoup de chars. Ils étaient volés. Ils s'en venaient par ici avec ces chars-là. Puis ils chargeaient ça de boisson. Puis ils se prenaient, parce qu'il n'y avait pas de grand chemin dans ce temps-là pour les États-Unis.
toutes les voitures volées ont été coulées dans la baie de Bouctouche après usage. Mais le vieux Tom, ici, apparemment, lui, il était le chef. Ils ont tous commencé, ces gars-là. Léo Dillinger, puis McFadden, ici, Joe McLaughlin. À Bouctouche, les malandrins sont au service de Tom Nolan. Je crois que c'était un gars qui aurait pu tuer. Ah, ouais, hein? Ou faire tuer quelqu'un. Henri Giroir était le chauffeur et joueur de violon de Tom. Laisse faire la musique. Il faisait partie de la bande et devait fréquenter des types plutôt louches, comme ce Léo Dillinger Leblanc. Léo à Cyprien qui l'appelait. Léo Dillinger qui l'appelait. Parce qu'il y avait eu un John Dillinger. John Dillinger aux États-Unis, je vois pas. On retrouve ce même Léo Leblanc parfois à Caraquette, alors qu'il fréquente Moïse Aziz, un trafiquant notoire. Moïse Aziz, c'était pas mal le grand chef là, à Caraquette. C'est que M. Aziz était l'organisateur du Parti libéral dans le comté de Gloucester. Hey! Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Mais qu'est-ce qu'il fait, toi? Son arrestation fit perdre les élections au député fédéral Jean Robichaud et aura un effet d'entraînement causant la démission du premier ministre canadien, Mackenzie King. Laissez-moi! Mais laissez-moi! Laisse-moi! Il est où, le bateau? Léo Dillinger Leblanc était craint de tout. Il arrive pas. Inquiète-toi pas, il va arriver, le bateau. C'est pas la première fois qu'on fait ça, nous autres, là. Hey, dans ces situations... Le problème avec Léo Dillinger, c'est qu'il n'était pas patient Calme. et un peu trop violent. Calme, mon gros gaga, Henri était plutôt violon. Son travail était de faire diversion afin de porter l'attention ailleurs. Tom Nolan possédait une forge à Moncton, où il réparait les voitures. On pouvait même se procurer de l'alcool sur place. Il y avait installé sur la rue King, dans une forge, un système incroyable. Ça fait il y avait un homme qui était constamment sous la forge. Il mettait un clou à barre d'eau pour avoir une shot, un petit verre. Un plus grand clou pour avoir une petite bouteille, puis un spike pour avoir une grosse bouteille. Les gars, vous avez travaillé fort en masse. On va prendre un break. Un clou pour tout le monde. Henri, joue-nous du violon. Le bruit que faisaient les bottes des policiers était reconnaissable pour tous. Pendant que Dillinger et Tom Nolan bootleg au quai de Bouctouche, Henri Giroir et ses comparses vont faire des peurs au monde. Mais mon père était là. Cette méthode était très dissuasive et provoquait bien des émois. Il jouait même du violon. Un fantôme! Des légendes encore vivantes aujourd'hui en découlent. Rappelez-vous, le vaisseau fantôme qui voguait illuminé comme s'il brûlait en pleine baie des Chaleurs. Diversion, évidemment. Et ton stock, là? Ah ouais. Pendant qu'à quelques lieues de là, on pouvait décharger sans se faire incommoder. Tom avait 3 bateaux, des voitures, même un avion à sa disposition. Tom Nolan pouvait toujours se fier sur les services de Léo Dillinger Leblanc. Un soir, cependant, il lui demanda de faire de la prison à sa place.
violon! Ah ben, Monsieur Leblanc. Léo, supposé, a fait 4 ans de pénitencier. Ouais, tu peux rire. Je vais pas passer ma vie en dedans. As-tu des enfants, toi? En 1923, les gardes-côtes n'arrivaient à intercepter que 5 % du total expédié, ce qui représentait quand même 30 847 caisses d'alcool destinées aux Américains. L'alcool avait une grande valeur marchande. Le commerce de bootlegging était dangereux, car il fallait éviter de se faire attraper. Mais il y avait pire. Les pirates. Ces écumeurs des mers sillonnaient le golfe Saint-Laurent en sévissant impunément. Et les assaillants ont parfois jeté leurs victimes par-dessus bord. À qui aurait-on pu se plaindre? Le radar n'existait pas à l'époque et il était encore possible d'échapper aux poursuivants grâce à un appareil qui libérait une grande fumée noire. Rien ne semblait arrêter la progression du fléau que décriaient les ligues de tempérance, qui mettaient tout en œuvre pour contrer le démon de l'alcool. Descente de police, arrestation, saisie, destruction des stocks, tout cela n'aura qu'un succès mitigé. Il fallait enrayer le mal qui transitait par Saint-Pierre et Miquelon. En 1923, le Congrès américain repoussa donc la limite territoriale à 12 000 des côtes, bien qu'au Canada, la limite resta à 3 000. Les Américains se dotèrent aussi d'une flotte impressionnante d'anciens navires de guerre ayant servi en 14-18 et qu'on baptisa la Dry Navy. 20 destroyers, 223 cabin cruisers équipés de mitraillettes et plus de 100 embarcations plus petites eurent au fait de rendre la tâche des corsaires plus corsée. Mais de leur côté, les Rum Runners disposaient de bateaux de plus en plus rapides que les chantiers de Lunenburg fabriquaient sans relâche. La course était ouverte et le moteur prit l'avantage sur la voile. C'est ainsi que fut coulé le I Malone, dont le capitaine Randolph était au service de Bill McCoy. Cette histoire fit un véritable scandale, car les Cutters l'auraient poursuivi bien au-delà des limites territoriales américaines. Il fallait trouver des nouvelles voies. La mer n'était pas la seule façon d'entrer aux États-Unis. Le Canada avait une frontière commune d'un océan à l'autre du continent américain. L'est du Québec est traversé par le fleuve Saint-Laurent et le Nouveau-Brunswick bordé par deux baies. La baie des Chaleurs au nord, avec le port de Campbellton, était desservie par le chemin de fer. Et la baie de Fundy au sud, tout aussi avantageuse, fut nommée la région des Cinq-Saints. Saint-Martin, Saint-Jean, Saint-Georges, Saint-Andrew et Saint-Stephen. On communiquait par des signaux avec les régions côtières, parfois à partir des clochers d'église. Et ce, jour et nuit. La nuit, surtout, était plutôt propice pour échapper au regard des curieux. L'expression « moonshine », qui désigne un alcool clandestin, ne fait-il pas appel au clair de lune? À partir de 1925, la boisson qui transitait par la baie de Fundy était essentiellement acheminée le long de la rivière Saint-Jean et à travers les terres au nord qui bornent le Nouveau-Brunswick et l'État du Maine. Les hôtels, les taxis, les restaurants
Tous étaient dans le commerce. Du côté américain, on n'hésitait pas à tirer sur les contrevenants en plaçant des francs-tireurs embusqués le long des routes. La demande sans cesse croissante dut faire appel au chemin de fer. Saint-Léonard devint la Babylone. La gare fut surnommée Alcohol Junction ou Gin Town. Seule municipalité des Provinces-Maritimes à être desservie par 4 compagnies ferroviaires et de surcroît à un pont la reliant au Maine en enjambant la rivière à la hauteur de Van Buren. C'était l'unique endroit pour traverser l'alcool par chemin de fer. Certains fraudeurs allaient même jusqu'à se faire voler leur propre cargaison pour ensuite exiger un remboursement de la compagnie ferroviaire, comme s'il s'agissait d'une marchandise parfaitement légale. Pour ne pas se faire soupçonner, un certain Joe Walnut se fit arrêter en état d'ivresse dans l'État du Maine, un excellent alibi. William Carr avait été embauché comme policier pour la compagnie de chemin de fer du CNR, c'est-à-dire le Canadien national. Il y mit beaucoup d'ardeur pour tenter d'arrêter les malfaiteurs, mais son travail était colossal face à l'organisation des criminels. Dans ses rapports, il fait mention de l'infâme et détesté Joe Walnut. En fait, il s'agissait d'Albany Violette, homme d'affaires de Saint-Léonard, propriétaire de l'hôtel Brunswick et de l'hôtel Hammond du côté américain. Bootlegger notoire, bien décidé à se jouer de la justice. Il a des relations et de la parenté des 2 côtés de la frontière. Il visite fréquemment les États-Unis, dont Boston et West Palm Beach, où il a une résidence d'été. Il se rend à Chicago et même en Europe. Noblesse oblige, puisqu'il est le roi des contrebandiers des boissons alcoolisées. Il importe des Antilles du rhum. Il possède ses propres bateaux. Il achète de producteurs locaux et est propriétaire d'alambics et passe des commandes à Julien Morazé de Saint-Pierre qu'il néglige de payer. Albany Violette se fit arrêter une première fois en 1921. Une descente à son hôtel se conclut par la saisie de 27 barils et 188 caisses d'alcool, la plus importante saisie au Canada à l'époque. La boisson fut entreposée dans sa propre cave, dont un policier surveillait l'entrée. Un tunnel reliait sa maison à l'hôtel. Les hommes d'Albany n'eurent qu'à transporter les barils à la maison pour les remplacer par de l'eau qu'ils ramenèrent ensuite à la cave de l'hôtel. Ayant eu gain de cause à l'issue du procès, Albany se fit même rembourser 1 000 $ pour chaque baril d'eau. Très informé sur les horaires des trains, tant du côté canadien qu'américain, Albany a ses contacts parmi les cheminots. Albany, alias Joe Walnut, avait plein de ressources, mais aussi des ennemis. Le plus acharné étant William Carr. Carr. C'est William Carr. Tiens, non, c'est madame. Albany a un puissant poste de radio, illégal évidemment, et il peut même couper le courant électrique de la ville à partir de sa propre résidence. William Carr décrivait Albany ou Benny ou Joe Walnut comme une relique des anciens hors-la-loi. Un aventurier
qui aimait plus que tout affronter et défier les hommes de loi et, si possible, les ridiculiser. Il annonça à l'avance à qui voulait l'entendre où et quand il allait traverser la frontière avec un chargement d'alcool. Albany, en homme de parole, arriva à l'heure et à la minute près pour affronter un barrage qui, croyait-on, devait l'arrêter. Mais à la grande surprise des policiers, il fonça délibérément dans la barricade. Les policiers crurent qu'il s'était probablement fait tuer dans l'impact et que sa voiture, qui était une perte totale, devait être remplie d'alcool. Il n'en était rien. Et ses comparses purent profiter de la brèche qu'il avait faite. Albany Violette devait prendre possession d'un wagon d'alcool que William Carr venait de saisir. Le moment était venu pour Carr d'appréhender enfin son ennemi juré. Albany avait tenté plus d'une fois d'obtenir la collaboration de William Carr pour qu'il ferme les yeux, mais sans succès. Benny? Joe Walnut! William Carr. Qu'est-ce que tu fais ici? I'm here to take you in, Benny. Tu sais pas qu'est-ce que je suis, toi? Ah, je suis un gars d'affaires influent dans la place ici, moi. Tu penses que tu vas me ramasser, toi? Comment tu veux? Comment tu veux? Tiens, Save your money for your lawyers. You'll need it. Toi, là, tasse-toi de mon côté. J'ai d'autres choses à faire que niaiser ici avec toi. OK. Là, tu vas ramasser ça, là. On va se parler en France. It's the end of the road, Benny. Je suis un père de famille, j'ai 11 enfants, j'ai une femme, j'ai une business. Tu vas pas me faire ça, ramasser cette affaire-là. Hey, tu vas pas me faire ça. Je suis très, très fier aujourd'hui d'avoir pu réussir à capturer Albany Violette. Comment est-ce que ta mère, toi, là? Ça va bien. Ah ben, elle n'est pas lu dans ça, c'était tous des beaux amis. Ben merci, M. Carr. Est-ce que mon photographe pourrait prendre une photo pour l'Évangéline? Oh, of course. What's the bloody meaning of this? Where is Walnut? Bloody amateurs! Mais pour les hommes de loi, comment veiller sur les habitants d'un village coupé en deux par une frontière géographique et politique et peut-être abstraite? Carr Van Buren et Saint-Léonard ne sont qu'une seule communauté reliée par un pont enjambant la rivière Saint-Jean. Et la rivière appartient à tous, y compris à Maxime Albert, qui est un traversier à Saint-Hilaire. Nous autres, ben, on comptait depuis le temps de toutes les belles affaires qu'il a faites, mais toutes les méchantes affaires qu'il a faites, ça, on n'a pas parlé. Là. On comptait avec les bons coups qu'il a faits. Ce qui est arrivé, c'est que Maxime a demandé pour aller servir des chevaux puis avoir son fils, là, le garçon à Johnny, pour décharger la charge de boisson. Puis ça pressait, là. Puis Johnny aurait dit non. Puis quelques jours après, supposément, selon un de ses fils à Johnny, qu'il y avait un team de chevaux qui avait été tué dans le bar. Éliminé. Pas capable. Pas plus. Pas capable. Il m'a regardé d'en face. Tiens-moi ça. Pas capable.
Puis il me disait, ouais, c'était ceux qui ont tué la team de chevaux à Pépé John. Et il a bien pleuré, cette team de chevaux. Fait qu'il faut croire que c'était vrai. Voyez-moi, les amis, on va rire des polices. Fred Levac, c'était le gars ratourant, à ce que moi, j'ai pu savoir. Il pouvait s'habiller en évêque. Fred a entendu parler qu'il y a un monseigneur qui devait traverser puis venir à Edmundston. Alors, il s'est déguisé en monseigneur, avant que le monseigneur passe, le vrai monseigneur. Puis, il y avait des gens déguisés en prêtre avec lui. Puis, la charge de boisson était dans sa voiture. Puis, il a passé aux douanes. Puis, dans ce temps-là, comme Georges a dit, c'était très religieux. Alors, on a dit Monseigneur. Oh, à la douane, bonjour, Monseigneur. Puis, ils ont traversé. Puis, quelques minutes ou quelques heures après, le vrai Monseigneur a passé. Puis là, lui, il y a un petit peu de complications parce qu'ils ont dit, il a passé tantôt, Monseigneur. Comment ça fait ça? Tu sais, il passe 2 fois dans la même direction. Ils ont eu vent que les polices allaient vérifier le train. Le train, c'était un train presque exclusivement de boissons. Puis là, ça priait, puis je vous salue Marie, pleine de grâce. Puis là, c'est un de la gang, il est venu. I'm William Carr. We've risen to... Voyez, mon frère, prions pour l'une de nos sœurs qui vient de mourir. Que le Seigneur l'accueille dans son paradis. Amen. Amen. May the Lord have her soul. Sorry, sister. What were you thinking anyway? I was sure. Oh, yes, you were sure. Sure of what? Of all things. Sa presse, Maxime nous attend à 5 heures. Calme-toi. Le train ne pouvait pas aller partout. Il fallait prendre la route. Cela devenait une véritable expédition que le trajet des bateaux jusqu'à la frontière. Un monsieur qui était policier à l'époque venait chez nous et disait, nous autres, William, on ne peut pas les suivre. Ils sont mieux équipés d'auto que nous autres. Je peux te dire que ça roulait. C'était les voitures puissantes de l'époque. Il y avait des meilleures voitures que les policiers. C'est à la suite d'une de ces courses que Maxime perdit 2 de ses fils. Il dit, on a rentré dans la batterie, puis il y avait du foin, puis les mufflers, on avait assez poussé les voitures que les mufflers étaient à rouge. Puis le feu a pris dans le foin. Une course gagnée et perdue dans l'incendie d'une grange allumée par des voitures surchauffées. Maxime perdit 2 de ses fils qui périrent brûlés dans la grange. Un monument érigé à la mémoire d'Antoine et Lionel existe encore aujourd'hui. En 1924, moi, j'ai mené moi dans 23. Il est resté dans l'alcool, il n'a pas lâché ça. Il a continué pareil. Il a même grossi après ce temps-là. Puis même le soir, mon père venait me chercher, puis il dit, viens m'aider.
pour cacher les 2 gallons et demi de Handbrain, les mettre dans la cachette. Comme l'hôtel, le site, là, dans le Cavreau, là. Le Cavreau d'hôtel, le site, là. Pas dans le garde-robe la garde-robe de la chambre à coucher à Maxime, puis sa femme, là. Oui. Il y avait un panneau que tu rouvrais, puis ça allait dessus du Cavreau pour cacher la boisson. Eh mon Dieu. C'est pas dans le garde-robe que tu peux aller là. Veux-tu, Maxime Albert? Non. Un petit coup, là, t'as bien avant manger, c'est tout. La prohibition est devenue du folklore qu'il ne faudrait pas prohiber. C'est M. Lionel Poitras, le maire de Saint-André de Madawaska. M. Georges Michaud, le maire de Baker Brook. M. Élude Landry, c'est le plus vieux bouilleux de Bagos de la région. Puis moi, ben, je suis le maire de Saint-Hilaire. Vous avez réhabilité la mémoire d'un bootlegger aussi. Oui. Oui. Oui, mais il est d'ici. Il n'est pas d'ailleurs. Maxime Albert et Fred Lévesque ne sont pas d'ailleurs. Ils sont d'ici. C'est nous qui les avons. Certains personnages entreront dans l'histoire, d'autres dans la légende ou le folklore. La rivière coule toujours pour nous rappeler, avec une certaine nostalgie, cette époque fertile et intense. Mais derrière cette frivolité des années 20, le chroniqueur remarquera que si l'alcool mène à l'ivresse, il peut aussi être associé à bien d'autres irrégularités déshonorantes. Laissez-moi mettre mes culottes toujours! Quoi qu'il en soit, la prohibition, même en vigueur pendant 13 ans, n'a obtenu que des résultats lamentables et n'a fait que grossir le nombre des filous et des bandits tout en favorisant la contrebande aux frontières. Moi, j'ai connu toutes sortes de ministres de la province. Les polices montées, j'étais des références, des employés pour le gouvernement. Les ministres, ça prenait un coup, ça aussi? C'était des lacordaires, ça, dans leur propre village. Puis quand ils sortaient du village, là... lisez entre les lignes. La fameuse loi de Volstead, comme on l'appelait à l'époque, dont l'objectif était de contraindre les citoyens à la sobriété, fut abrogée en 1933. Cette bonne nouvelle, pour plusieurs, fut reçue dans certains endroits avec grande tristesse. À Saint-Pierre-et-Miquelon, rien ne sera plus jamais comme avant. Cette photo fut celle de la dernière journée de travail des débardeurs et marque à tout jamais la fin d'une époque.